Vous regardez votre émission Croissance Verte sur Medi 1 et merci de nous rester fidèles. Suite aux engagements pris lors de la COP21, le Sénégal a entrepris de manière proactive de s'associer à la lutte mondiale contre le réchauffement climatique. Dans cette optique, le pays s'est lancé dans une étape cruciale, à savoir l'élaboration d'une vision à long terme pour l'horizon 2050. Cette vision ambitieuse s'articule autour de plusieurs objectifs essentiels, à savoir l'atténuation du réchauffement climatique tout en renforçant la capacité d'adaptation et de résilience face aux enjeux climatiques mondiaux. Dans notre reportage, nous examinerons en détail l'évolution de cette initiative et pour avoir un éclairage complémentaire sur ce sujet, nous sommes avec Monsieur Samba Fall, responsable climat et transition systémique à Enda Energy. C'est un plaisir de vous recevoir sur notre plateau. Merci. Nous reviendrons bien sûr lors de notre entretien sur cette vision à long terme pour l'horizon 2050 initiée par le Sénégal. Mais avant, place à notre reportage. Il est signé Daouda Sow et Moussa Ndir. Des kilomètres parcourus, des villes, villages et hameaux traversés. Un trajet de plus de 80 km qui sépare Dakar, la capitale sénégalaise, de Mbour, une ville à l'ouest du Sénégal. Nous sommes à la station balnéaire de Saly. C'est ici que des représentants institutionnels et des collectivités territoriales, acteurs de la société civile et d'autres acteurs venus de différents secteurs d'activité et de différentes zones géographiques se sont donné rendez-vous. L'objectif est de partager et recueillir leurs impressions sur la vision et la stratégie de développement sobre en carbone et résilient au changement climatique au Sénégal. Nous devons regarder notre trajectoire de développement et faire que cette trajectoire de développement, tout en étant gagnant-gagnant pour l'économie nationale, pour la société sénégalaise, elle émet moins de gaz à effet de serre. Et cela aussi veiller à ce que le Sénégal puisse faire face au choc climatique auquel tous les pays sont confrontés et continueront à être confrontés avec une certaine intensité. Donc c'est l'esprit de cela, c'est être avec les acteurs territoriaux, la société civile, le secteur privé, les universitaires, les ARD, en tout cas venant de différentes régions, pour en discuter et pour leur dire comment vous voyez le Sénégal, quelle est la vision du Sénégal dans ce contexte de changement climatique. Et quels sont les axes que nous devons mettre en place, quelles sont les trajectoires de transformation que nous devons commencer à construire pour que dans 2050, en tout ça, le Sénégal soit totalement émergent, totalement prospère et étant résilient au choc climatique. Dans les salles, les participants sont répartis selon leur zone de provenance pour effectuer les travaux de groupe. Du bassin arachidier au Ferlo et à la vallée du fleuve Sénégal, en passant par la zone des Niayes jusqu'au Sénégal oriental et à la Casamance. Chaque zone éco-géographique est représentée, une façon de les impliquer aussi. Les discussions ont été très claires, on a discuté sur les écosystèmes, quel est le risque pour certains écosystèmes, certains ont parlé vraiment de la forêt d'ici 2050, d'autres ont parlé de la biodiversité, d'autres ont parlé des ressources en eau, on a parlé aussi des filières agricoles comme le riz. Donc nous avons touché également l'énergie avec le secteur privé, le bâtiment avec le secteur privé, quel type de bâtiment d'ici 2050 en sachant qu'il va faire de plus en plus chaud. Donc c'était reposer tout ça, travailler en fonction des zones éco-géographiques, voir en tout cas sur chaque zone quels sont les enjeux, quels sont les défis à relever dans cette perspective, comme je l'ai dit, d'un phénomène climatique présent et qui va s'intensifier. Une initiative de co-construction bien appréciée par les bénéficiaires. C'est le cas de l'Association des départements du Sénégal, des collectivités territoriales qui ressentent à la base les effets des changements climatiques.
Il s'agit d'une vision, d'une planification à l'horizon 2050 et qui c'est les collectivités locales représentant les populations à la base. Donc toutes ces décisions qui seront prises seront effectivement exécutées au niveau de ces collectivités locales pour le bénéfice des populations. Donc avec l'accompagnement des maires et des présidents des départements, on pourra déjà prendre en compte dans les outils de planification les décisions importantes qui seront prises pour vraiment pouvoir aider l'État et les populations de manière générale à pouvoir accéder à un développement propre en énergie et faciliter l'accès à plusieurs éléments fondamentaux même du développement. Des élus qui comptent d'ailleurs jouer leur partition dans cette vision sénégalaise de sobriété carbone. C'est une obligation pour les collectivités à pouvoir tenir compte de ces nouveaux aspects. Aujourd'hui, on ne peut pas faire du développement sans prendre en compte tout ce qui est changement climatique, tout ce qui est gaz à effet de serre, parce que c'est une dominante. Et en plus, l'environnement est une compétence transférée, donc allouée aux collectivités locales qui ont un rôle à jouer. Et cela ne peut s'exécuter qu'à partir des outils de planification. Et si vraiment les élus sont suffisamment imprégnés, suffisamment responsabilisés, ils peuvent déjà conduire ces politiques au niveau de leurs collectivités respectives. La question d'une agriculture durable a été au menu des échanges. Une thématique qui intéresse les producteurs de la zone des Niayes, une bande côtière qui s'étend de Dakar à Saint-Louis sur plus de 180 km de long. Nous sommes là pour pouvoir exprimer la spécificité de cette zone qui constitue la principale zone de production des légumes du Sénégal. La zone des Niayes produit 60% de la production nationale et 80% des exportations légumes et fruits. Donc c'est une zone qui est très importante en matière d'horticulture. Donc nous avons effectivement à cœur de venir défendre ou bien en tout cas faire en sorte que nos préoccupations soient intégrées dans cette stratégie, dans la réflexion qui va mener donc à cette stratégie à long terme. Ces producteurs maraîchers qui assurent ainsi une bonne partie de la production nationale en fruits et légumes voient de jour en jour leurs activités impactées par le changement climatique, d'où des initiatives de résilience développées par les agriculteurs. En ce qui concerne la production, nous essayons de mettre en œuvre des pratiques qui permettent aux producteurs d'avoir des activités résilientes par rapport donc à ces changements climatiques. Nous pouvons dans ce sens-là donc faire des activités d'adaptation, des activités d'atténuation des émissions à gaz à effet de serre, en faisant la promotion de pratiques agroécologiques qui permettent effectivement d'avoir une production en quantité suffisante, mais une production de qualité qui respecte également l'environnement et qui préserve les ressources naturelles. Dans ce cadre-là, par exemple, la transition énergétique pour nous est fondamentale, surtout dans la production au niveau de l'exore, avec l'utilisation des pompes solaires. À côté des maraîchers, les producteurs du Conseil national de concertation et de coopération des ruraux du Sénégal, CNCR, contribuent au développement d'une agriculture paysanne qui assure une promotion socio-économique durable des exploitations familiales. On a déjà travaillé sur l'élaboration de 7 plans de gestion des risques et catastrophes liés au changement climatique dans le département de Bambey. Et nous savons qu'une bonne partie des préoccupations sont similaires. Donc les aléas se manifestent de la même façon, c'est les fortes chaleurs, c'est les vents forts, c'est l'érosion éolienne et hydrique, et tout ça avec des effets néfastes sur la production agricole. Des techniques dans le domaine d'une agriculture durable. Ces agriculteurs en développent au niveau micro. Des expériences qu'ils espèrent voir répliquées au niveau national selon les spécificités de chaque zone. Nous travaillons surtout sur la restauration des ressources naturelles surtout. Donc on travaille sur la RNA, sur la mise à défendre des bas-fonds, sur certaines activités comme la régénération de certaines zones qu'on peut appeler forestières, mais aussi la conscientisation. Parce que l'essentiel de ce qu'on est en train de faire, c'est de travailler sur la conscientisation des communautés. Et nous avons vu qu'auprès de ces communautés-là, nous essayons de lier le changement climatique à diverses actions. Présentement, nous avons commencé sur la nourriture du bétail, qui était un manque. Compte tenu de la mauvaise production, on a vu que
le bétail, on n'arrivait pas au niveau des exploitations familiales de nourrir le bétail correctement. Et nous avons introduit par exemple les semences fourragères comme le niébé fourrager. Le Sénégal, aujourd'hui, est dans l'exploitation de pétrole et de gaz, des ressources naturelles offshore qui ont des conséquences sur le secteur de la pêche. Depuis les recherches sismiques, c'est-à-dire au moment où on cherchait s'il y a l'existence de ce gaz au niveau de cette mer, on a eu une très grande détérioration du fond marin, donc, qui a causé beaucoup d'impact. Parce que quand on parle aujourd'hui de la raréfaction des produits halieutiques, quand on parle de l'avancée de la mer, quand on parle des installations avec l'exploitation du gaz, des brise-lames et autres, tous ces phénomènes sont liés quand même au changement climatique. Donc au niveau de Saint-Louis, on assiste aussi à la détérioration des habitations. Parce que si vous êtes à Saint-Louis, il y a des habitations qui ont été détruites. Ces populations ont été logées dans d'autres sites. Et on les appelle les réfugiés climatiques parce qu'ils ont changé leur cadre de vie, ce qu'ils vivaient avant de la pêche, de cette brise marine qu'ils ont aujourd'hui des problèmes à retrouver. D'où l'appel à une meilleure prise en compte de leur secteur dans la vision 2050 du Sénégal en sobriété carbone. 2050, ce n'est pas aujourd'hui. Donc qu'est-ce qu'on doit mettre à long terme pour quand même essayer d'atténuer ce changement climatique? Mais sur ce qu'on a beaucoup discuté, c'est-à-dire la main-d'œuvre locale. C'est-à-dire ne pas rester toujours attendre que ce que nous voulons nous vienne de l'extérieur. Il y a les étudiants, il y a les chercheurs. Pourquoi pas les appuyer pour quand même cette main-d'œuvre locale puisse gagner des marchés au niveau de cette gaz qui nous appartient, pour quand même que ça devienne beaucoup plus rentable par rapport à ce que nous attendons d'ici 2050. Mais aussi, on a mis en place au niveau de ces travaux de groupe d'autres alternatives telles le biogaz, tels les charbons avec les éleveurs, les cultivateurs. Qu'est-ce qu'ils devront faire aujourd'hui pour quand même atténuer ces effets climatiques? Le développement de la vision à long terme 2050 du Sénégal et d'une feuille de route pour l'opérationnalisation de la stratégie de développement à faible émission à long terme intéresse également le secteur privé national au plus haut point. Si on crée de la richesse, on ne doit pas en détruire. Parce que, comme vous le savez, la croissance, donc l'augmentation de l'activité économique fait appel à beaucoup d'énergie et fait appel aussi à beaucoup de ressources. Maintenant, comment faire la création de richesse, comment intensifier la création de richesse tout en étant sobre. Donc, ne pas gaspiller de l'énergie et ne pas gaspiller aussi des matières. Donc, c'est ça l'opportunité de cette rencontre. Et le secteur privé a donné plusieurs axes sur lesquels on peut effectivement nous accommoder avec cette vision de l'État du Sénégal. Si on prend l'axe transition énergétique, nous pensons que le fait de passer des énergies fossiles aux énergies renouvelables, mais il y a beaucoup d'opportunités d'investissement et d'emploi. Cette initiative vise à contribuer à la sélection des trajectoires réactions sobres en carbone et résilientes au changement climatique. On peut effectivement faire des investissements dans les énergies renouvelables et même être moins cher que les énergies fossiles. Parce que si on prend tout à l'heure, on a parlé de deux énergies qui ne sont pas encore visitées ou exploitées à fort potentiel au Sénégal comme dans la sous-région, c'est d'abord l'hydroélectricité. Nous, on a des fleuves, on a le fleuve Sénégal, on a le fleuve Gambie, mais est-ce que nous savons le potentiel d'hydroélectricité? On sait que c'est la seule source d'électricité qui peut nous faire 5 francs le kilowattheure. Et ça le fait actuellement. Il faut qu'on puisse, dans cette zone de l'Est du Sénégal, penser à une industrie des barrages électriques qui nous permettront de transformer nos minerais, de transformer aussi tout, parce que c'est une zone de cotonnière. Donc pour faire le textile, on ne peut pas le faire avec les prix d'électricité que nous avons à 100 francs le kilowattheure. Cette vision à long terme 2050 va contribuer à l'objectif global de limitation du réchauffement climatique en dessous de 2 degrés Celsius
voire 1,5 degré Celsius, et à l'objectif d'adaptation et de résilience de nature mondiale. Ce projet, soutenu par l'Agence française de développement, est intitulé « Co-construction d'une stratégie de développement à faible émission et résilient au changement climatique pour le Sénégal » et conduit par Enda Energy en collaboration avec l'Institut de développement durable et des relations internationales. Il compte jeter les bases d'un avenir durable au Sénégal. Et nous sommes de retour sur le plateau de Croissance Verte avec M. Samba Fall, responsable climat et transition systémique à Enda Energy. Monsieur Fall, tout d'abord, pourquoi l'élaboration d'une vision à long terme pour 2050 est-elle considérée comme une étape cruciale dans la lutte contre le changement climatique? Le Sénégal s'est engagé avec la contribution d'Atémini au niveau national pour un peu matérialiser l'accord de Paris et réduire et contribuer à l'effort mondial de lutte contre les changements climatiques. Mais aussi, le même accord invite les pays, l'ensemble des pays à matérialiser leur ambition suivant le long terme, sur le long terme, et de façon à ce que la neutralité carbone qui est attendue, qu'on puisse y contribuer. Et pour cela, le pays, de façon souveraine, a demandé à élaborer dans un premier temps une vision qui peut être soumise à la COP de cette année. Donc le Sénégal, en collaboration avec Enda Energy, mais principalement avec le ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la transition énergétique, de la transition écologique, et le ministère du Pétrole et de l'Énergie, en symbiose, ont mis en place cette initiative pour que réellement l'ensemble des acteurs se prononcent sur la vision que le Sénégal peut se donner d'ici l'horizon 2050. Quels sont les objectifs principaux de cette initiative? Principalement d'abord, c'est de permettre au Sénégal de définir ses trajectoires sur le long terme pour, d'une part, mieux s'adapter au changement climatique et de l'autre part aussi de pouvoir initier un développement sobre en carbone, c'est-à-dire qui participe à la réduction des émissions de gaz à effet de serre sur l'ensemble des secteurs de l'économie. Merci pour cet éclairage. Alors, pendant 2 jours, vous avez réuni, nous l'avons vu dans ce reportage, sur la Petite Côte au Sénégal, les acteurs étatiques, non étatiques, différents secteurs d'activité et différentes personnalités de zones et éco-géographiques différentes. L'objectif était de recueillir leurs impressions et propositions sur la vision 2050 du Sénégal pour un déclenchement sobre en carbone. Quel était donc le profil des participants et quelles étaient vos attentes par rapport à leur contribution? Avant de revenir sur le profil, permettez-moi aussi de dire que auparavant, il y avait eu une initiative qui a été menée depuis mars 2022 et qui a permis à des experts venant de plusieurs secteurs de bâtir déjà une réflexion sur les trajectoires. Maintenant, il fallait, dans le processus, inviter une large catégorie d'acteurs pour qu'ils puissent aussi s'exprimer en fonction non seulement de leur expertise, mais aussi de leur spécificité zonale. Donc au Sénégal, on a plusieurs zones écogéographiques, les Niayes, bassin arachidier, la vallée du fleuve Sénégal, le Sénégal oriental, la Casamance et la zone côtière. Donc qui ont des spécificités et qui souffrent, qui subissent les effets des changements climatiques de façon très différente, mais aussi qui présentent aussi des potentialités en termes de niche sur la sobriété carbone. Donc il fallait les regrouper et les entendre et qu'on puisse renseigner ce processus parce que c'est un processus de co-construction. Donc c'est un processus certes conduit par Enda Energy pour le compte du gouvernement et financé, je le rappelle, par l'initiative EKI allemand, mais aussi à travers la plateforme 2050 plateforme, et qui permet à cela. Mais en plus de cette spécificité géographique, il fallait aussi écouter les autres structures faîtières. Par exemple, les cadres de la concertation des cadres ruraux qui recrutent plusieurs démembrements au niveau du Sénégal. Le privé qui présente un acteur qui est un acteur clé dans la mise en œuvre des trajectoires qui seront identifiées ensemble. Mais en plus de cela, et l'acteur qui nous semble être le plus important, c'est
les collectivités territoriales. Ils étaient représentés à travers l'association des élus locaux, mais aussi à travers l'association des maires du Sénégal et des départements du Sénégal. Eux aussi, ils ont exprimé leur souhait et ils se considéraient comme étant un maillon non négligeable parce qu'en définitive, toutes les actions relatives à l'adaptation ou bien à l'atténuation au changement climatique se dessine et est mis en œuvre à l'échelle territoriale. Dans la lutte contre le réchauffement climatique, intéressons-nous maintenant à l'émission des gaz à effet de serre. Sur le plan des transports, le Sénégal a déjà misé sur des modes de transport sobres en carbone, l'amélioration de la qualité des véhicules et l'utilisation d'énergie propre. D'ailleurs, dans le cadre contribution déterminée nationale CDN du Sénégal, des options d'atténuation ont été proposées avec la mise en place du TER et du BRT. Qu'est-ce que cela vous inspire en termes de gains d'émissions de gaz à effet de serre? Effectivement, c'est un des axes stratégiques de cette initiative et qui a été intitulé Transition infrastructurelle parce qu'on considère que ce n'est pas seulement le transport, mais aussi le système de l'aménagement du territoire au niveau national. Et justement, cette initiative identifie l'ensemble des solutions de mobilité durable pour pouvoir essayer de pouvoir entamer, initier un élan de développement qui respecte, qui réduit non seulement les émissions dans ce sous-secteur des transports, mais aussi qui permet de créer un marché pour l'ensemble des acteurs de ce sous-secteur des transports. Mais aussi qui permet aussi au Sénégal de pouvoir contribuer à l'effort mondial de réduction des gaz dans ce sous-secteur que l'on considère comme étant l'un des principales sources d'émissions de gaz à effet de serre. Et aussi ce sous-secteur, on considère qu'elle peut aussi présenter des avantages non estimables en termes de réduction de la pollution atmosphérique parce qu'elle permet in fine de contribuer à la santé des populations. Donc il y a des initiatives que le Sénégal a déjà mis en place, mais que l'on considère comme étant déjà très importantes, mais qui peuvent aussi aller au-delà seulement de Dakar. À présent, Monsieur Fall, comment la gestion des ressources naturelles est-elle intégrée dans la stratégie de développement à long terme du Sénégal? Effectivement, parce que l'énergie, on considère comme étant un pilier transversal de tout ce que nous sommes en train de faire. Donc, parce que tous les secteurs d'activité présentent une demande importante en termes de consommation énergétique. Donc, justement, il y a actuellement des ressources que le Sénégal entend exploiter et au bénéfice du secteur économique. Maintenant, il faudrait que dans cette exploitation, qu'on puisse non seulement identifier les secteurs qui présentent un potentiel important en termes de création de chiffres d'affaires, mais aussi les niches qui peuvent permettre de réduire les émissions de gaz à effet de serre dans l'utilisation de l'énergie. Et bien sûr, le secteur des transports peut présenter une niche importante en termes d'utilisation d'énergie plus propre, pas seulement en termes d'énergie, mais aussi en termes de technologie plus propre, parce qu'on considère que le TER, le BRT, actuellement constituent des innovations dans ce qu'on appelle les technologies vertes dans le secteur. Ce n'est pas seulement le transport. Si on vient sur l'industrie aussi présente des niches en termes d'efficacité énergétique, mais aussi d'utilisation d'énergie plus propre et pour répondre à la demande, parce que le Sénégal entend déployer le tissu industriel pas au-delà de Diamniadio, il y a beaucoup de projets d'envergure. En parlant de tous ces projets, quelles étapes suivront toujours dans le cadre de l'élaboration de la vision à long terme pour 2050 du Sénégal dans la lutte contre le changement climatique? Quelles sont les prochaines étapes après ces concertations? Après cette concertation, on va aller vers une consolidation de ce rapport, toujours avec le fruit, la contribution d'experts qui ont été mis en place avant cet atelier. Après cela, avant la COP, il va falloir qu'on organise avec toujours la coordination des deux ministères de tutelle, une table ronde politique pour présenter la première version consolidée du rapport,
pour permettre aux décideurs d'avoir un aperçu réel sur les différentes trajectoires qui ont été proposées par les experts, et aussi à la COP qu'on puisse aussi communiquer sur la vision de long terme que le Sénégal a entrepris et aussi qu'elle veut mettre en œuvre, et pour aussi montrer à l'ensemble des partenaires techniques et financiers les différentes trajectoires, mais aussi les volumes d'investissement nécessaires pour la mise en œuvre de ces trajectoires. Merci M. Samba Fall pour cet éclairage. Nous rappelons bien sûr que vous êtes responsable climat et transition systémique à Enda Energy. Merci beaucoup de nous avoir reçus sur ce plateau. Et c'est ainsi que s'achève cette émission. Bonne suite des programmes sur Midi 1. Merci.